Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 30 mai 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme vous en avez l'habitude, le jeudi matin aux alentours de 9h05, eh bien, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, sans surprise, puisque c'est finalement le mouvement de fond actuellement sur les marchés financiers. Le DAX a ouvert en baisse. Il potentiellement peut continuer à consolider. Quand on analyse la volatilité implicite, on voit également qu'elle diminue du coup par la force des choses. On voit qu'elle reste stable, mais du coup par la force des choses, l'absence de visibilité reste criante. Et malgré tout, du coup, on a quand même l'impression que les pressions baissières l'emportent sur les pressions haussières actuellement. Oui, il y a un peu de pression baissière. Enfin, il y a des baissiers qui sont toujours en position, qui n'ont pas été pris à revers, comme les fois précédentes. Donc, on n'a surtout pas beaucoup de monde sur le marché. C'est-à-dire, les volumes sont totalement anémiques, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de densité. C'est aussi pour ça que le DAX se déplace facilement en intraday. Mais en effet, nous avons devant les yeux, sur le graphique ça se voit maintenant, depuis hier, précisément depuis hier d'ailleurs, la construction d'un mouvement baissier. Bon, ceci dit, ça ne reste qu'une construction de mouvement baissier, c'est un peu trop tôt pour conclure que la tendance haussière s'est retournée et a changé en tendance baissière. Ça baisse un peu partout. Oui, de toute façon, il va pas falloir que... Le DAX ne va pas faire cavalier seul à baisser tout seul, donc l'ensemble des marchés baissent. Ça s'est déjà produit en avril. Hier, nous avons eu un signal technique de baisse, de vente, comme on veut. Mais comme on en avait eu un le 4 avril, à ce moment-là, je vous disais, les conditions ne sont pas réunies pour que ça baisse. Et puis, si ça baisse un peu, ça ira pas loin et on aura sans doute un rebond. C'est ce qui s'est produit. Et pour l'instant, je n'ai pas d'indication contraire pour penser que ce signal technique d'hier va entraîner une baisse forte des marchés avec un relais. Donc ce que l'on a, c'est surtout un marché avec des investisseurs qui sont, comme vous le disiez, sans idée, sans possibilité, d'établir des scénarios, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de densité, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est la conséquence justement donc le fait qu'il y ait peu de monde, peu d'intérêt, peu de monde dans le carnet, donc on attend, et puis comme ça des échanges en intraday qui se promènent avec une absence de directionnel marqué, parce qu'on a repris la tendance haussière lorsqu'on est allé chercher 19 000, parce qu'on a fait un nouveau plus haut, mais il n'y a pas eu de relais. Bon, c'était assez clair qu'on pouvait se demander sincèrement d'où allaient venir les acheteurs qui allaient payer des prix pareils. Mais je vous disais également que ça pouvait continuer de monter, parce que finalement on était monté par une absence de vendeurs, et que, ma foi, il y a quand même aussi des gens qui sont structurellement baissiers sur le marché, comme les vendeurs d'options de hausse, et donc eux, quand ça monte d'un cran, ils sont obligés d'acheter le sous-jacent. Donc on pouvait monter encore sur des contraintes techniques, mais ça s'est pas produit. On a eu plutôt des acheteurs qui ont pris leurs bénéfices, considérant qu'un relais ne devait pas être très très probable, donc c'était logique de pouvoir encaisser une partie des gains, au minimum une partie, mais peut-être davantage pour certains en fonction de leur analyse. Et puis il y a eu l'ouverture de positions baissières. Et comme on n'est pas monté d'un cran, les positions baissières sont restées ouvertes, elles sont toujours ouvertes jusqu'au prochain objectif. Donc il faut que ça baisse encore un petit peu pour aller chercher les objectifs qui amèneront les baissiers à fermer leur position. Il faut se rappeler qu'un baissier qui ferme une position, c'est quelqu'un qui va envoyer des ordres d'achat pour la fermer cette position. Donc à partir du moment où on va avoir atteint, parce qu'on va baisser encore un petit peu, le niveau qui va bien pour pouvoir tirer la trappe et encaisser les gains sur les positions baissières, ça va freiner la baisse, puisque évidemment on va avoir un afflux d'ordres d'achat. Eric, je vous coupe 2 secondes, excusez-moi, dans votre raisonnement, et j'espère que vous n'en perdrez pas le fil. Mais vous nous dites qu'un baissier qui clôture une position d'achat, de vente, c'est un baissier qui va se racheter. C'est pas forcément évident. Je vous rappelle que sur les marchés obligataires, il y a des rendements qui sont assez élevés. Du coup, par la force des choses, le baissier, en l'occurrence, pourra aller chercher du rendement ailleurs que sur le DAX. Et donc finalement, le mouvement de baisse pourrait commencer à prendre de l'ampleur. Il y a des arbitrages qui sont en train d'être faits actuellement dans les portefeuilles et pas forcément au bénéfice des indices actions. Moi, je parle du DAX. Je parle du DAX et des contrats futurs, de ce qui fait et défait les mouvements sur le contrat futur, des obligations. N'oublions pas que le contrat futur, c'est un produit dérivé.
Donc, vous avez l'utilisation des produits dérivés comme étant l'instrument principal pour pouvoir capter des écarts de marché, et puis vous avez le produit dérivé qui sert à couvrir des positions ou à défendre des positions, à monter des scénarios, comme le sont les options. Donc, je parle uniquement, moi, des positions qui sont ouvertes et fermées dans le carnet du contrat futur DAX plein, c'est-à-dire celui à 10 €, même pas celui à 5, puisque je vous affiche un contrat pour 25 € le point. Et donc, ceux qui vont faire l'analyse des graphiques, l'analyse de l'évolution des prix, et qui vont prendre des positions par rapport à ces mouvements, sont des personnes qui vont traiter le DAX, et je vous analyse les mouvements du DAX par rapport uniquement au DAX. Je ne le fais pas par rapport à un environnement, en fait, en réalité. Oui, c'est ça. Ouais, par rapport à des logiques d'arbitrage. La représentation de l'indice DAX, donc des mouvements sur les actions. Donc on a une relation directe entre le contrat futur et les mouvements sur les actions. Donc on a un lien direct aussi avec la macro, avec la micro, évidemment. Mais là, encore une fois, c'est un produit dérivé. Donc il a des règles de négociation qui lui sont propres et des obligations qui découlent de ces règles. Donc par conséquent, quand vous avez... c'est le cas de tous les produits dérivés, c'est-à-dire que c'est la même chose avec les options. Quand je vous parle des vendeurs d'options, vous avez des vendeurs d'options professionnels qui vendent des options de baisse et des options de hausse à qui veut les acheter, ils sont là pour encaisser des primes, et ensuite, il va falloir qu'ils protègent leur position parce que leur risque est totalement ouvert. Donc comment se protège ses positions un vendeur d'options? Il va vers le sous-jacent. Donc quand on vend des calls sur l'indice DAX et que ce DAX se met à monter, le vendeur d'options est obligé à dire sur le sous-jacent. Donc il achète des contrats futurs. Mais il n'est pas en train d'acheter des contrats futurs parce qu'il pense que ça va monter encore d'un cran et qu'il va gagner de l'argent. Il est juste en train de se défendre. Et il va le faire également avec des options sur les actions. Donc on voit l'interaction entre les actions et les obligations de faire à acheter des actions, parce qu'on a vendu des options sur l'action, et puis les interactions qu'il y a entre les options et le contrat futur, parce qu'on a vendu des options sur le contrat futur. Donc c'est cette interaction qu'il y a entre les actions, le futur et les options dont je vous parle, et les niveaux que l'évolution du prix va déterminer, et en fonction de ces niveaux, des gens vont agir parce qu'on a touché ces prix. Donc quand des vendeurs à découvert du contrat futur vont atteindre un niveau de prix, comme par exemple, on peut imaginer que 18 300 soit un premier objectif, mais vous en avez qui vont être positionnés sur des objectifs beaucoup plus longs, parce qu'ils vont travailler à plus long terme, comme par exemple le dernier plus bas à 17 600. Quand ces objectifs vont être atteints, c'est le moment de déboucler la position, parce que le scénario qui a été engagé en vendant des contrats futurs est réalisé. Après, l'incidence qu'il y a sur les taux, on est sur le long terme, on n'est plus du tout sur des positions très court terme comme sur le DAX. Alors je ne parle pas forcément des positions intraday, mais des positions à plusieurs semaines, des plusieurs mois et encore pas plus qu'un trimestre. C'est exactement ça dont on parle. Quand les niveaux vont être atteints, il va falloir tirer à trappe parce que le scénario est réalisé. Et après, on passe sur un autre scénario. Très clair, donc effectivement, on est dans un marché 100% technique en fait, en réalité. Donc ce à quoi il faut s'intéresser, ce sont des niveaux en fait, en réalité, des niveaux que vous pouvez identifier justement. Vous nous dites, voilà, il y a une atteinte. Alors, vous nous parlez des 18 300 points. Du coup, selon vous, c'est un niveau qu'il faut surveiller de très près. À très court terme, oui, c'est les niveaux bleus que vous avez, ce sont ceux dont je vous parle, avec les figures chartistes qui se mettent en place compte tenu de l'évolution. Et c'est toutes ces informations qui sont des repères pour ceux qui traitent l'indice. Les contrats futurs, l'indice à travers les contrats futurs, et ceux qui vont prendre des positions par rapport à cette évolution, qui vont être observés et qui vont servir soit de target, d'objectif, soit de niveau d'entrée. Donc, à 18 300, vous allez avoir certainement des vendeurs qui vont avoir cet objectif-là en ligne de mire et qui sont déjà placés pour pouvoir racheter leur position. Donc, ça va freiner un peu la baisse s'ils sont très nombreux. Ça peut être un cran plus bas en fonction des niveaux qui vont être privilégiés par ceux qui sont en position. Et puis, ça va être en même temps que des sorties de vendeurs à découvert, l'entrée d'acheteurs qui, eux, disent j'ai pas de raison de penser sur le contexte que nous avons actuellement qu'il a changé fondamentalement ces dernières semaines. Il n'y a pas de raison de penser que les investisseurs de long terme ont découvert leur portefeuille. La volatilité sur les options, la volatilité implicite dont vous parliez tout à l'heure, elle a augmenté légèrement en une semaine, mais c'est normal, on a perdu quelques centaines de points, donc elle a pris 1%, mais elle n'a pas pris 7-8%. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans ce marché de la surprise qui conduit certains opérateurs à se jeter sur les options parce que justement, il faut se protéger. Ils sont déjà protégés depuis des semaines, on en parle depuis plus d'un an maintenant. Et le contexte n'a pas été favorable ces dernières semaines pour imaginer que ces investisseurs de long terme
ce sont des couverts, ce sont des protégés. Je ne sais pas si le terme est tout à fait exact. Donc moi, je dire, c'est qu'en fait, toujours protégés, donc par conséquent pas vulnérables. Ouais, si on baisse encore un peu. Oui, pardon, je peux vous le dire. En gros, globalement, c'est que la tendance de long terme qui se reflète à travers les stratégies des investisseurs de long terme est restée intacte, puisque par la force des choses, ils n'ont pas débloqué leur position. En fait, en gros, ils n'ont pas la contrainte de le faire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de volume dans le marché et qu'on a surtout de la spéculation. C'est les algos qui occupent le terrain toute la journée. Si on regarde l'évolution des cours toute la journée, c'est quasiment que des algos qui travaillent. Et puis on le voit d'après dans les volumes, ça se confirme. Très clair. Merci Eric, merci beaucoup Eric Seban d'avoir été avec nous ce matin. Je suis désolé de vous avoir coupé un peu, mais l'échange c'est primordial. Merci beaucoup pour comprendre justement votre métier qui est extrêmement technique. Merci beaucoup Eric. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins pour décrypter les mouvements techniques, donc en l'occurrence sur l'indice phare allemand, le DAX. Merci, je vous souhaite une excellente journée Eric, et je vous dis à bientôt. Dans un instant, juste après cette courte page de publicité, nous allons retrouver Ricardo Events, alors Richard Mourin alias Ricardo Invest, dans ces Market Movers qui, je vous le rappelle, traiteront aujourd'hui des titres de Richemont et de LVMH. À tout de suite sur Téléfinance.